Dans ce dernier paragraphe, nous allons nous intéresser à la relation entre la structure moléculaire et les propriétés des polymères que nous avons déjà énoncées. En clair, lorsqu'on fabrique un polymère, en choisissant dès la synthèse et la mise en œuvre de la structure du polymère, comment je peux deviner et maîtriser les propriétés des polymères. Donc en gros, c'est ce qu'on souhaite faire, on souhaite maîtriser les propriétés des polymères. Nous avons comme moyen d'action, lors de la mise en œuvre, peut-être une influence sur la structure moléculaire, et donc, est-ce qu'il y a une relation entre structure moléculaire et ses propriétés, de telle sorte que dès la synthèse, je puisse obtenir les propriétés que je souhaite. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je peux contrôler l'état amorphe ou l'état semi-cristallin ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant de contrôler cet état amorphe ou cet état semi-cristallin? Je vous rappelle ce que nous avons vu dans les propriétés, c'est que si nous avons un polymère totalement amorphe, nous aurons cette courbe de comportement en fonction de la température, avec un état vitreux ici et le plateau caoutchoutique, puis le passage à l'état liquide. Mais si nous avons un polymère semi-cristallin, selon le taux de cristallinisation, plus il y a des zones cristallines, plus nous obtiendrons après la transition vitreuse un matériau qui sera dur avec un module Young relativement élevé. Donc ici pour 65% de taux de cristallinité par exemple, nous sommes à cette valeur du module Young, alors que pour 25% seulement du taux de cristallinité, nous avons ici un module Young qui est moitié. Donc le comportement du polymère dans sa zone caoutchoutique sera fort dépendante de son taux de cristallinité. Pour finir, j'ai indiqué ici la fusion, le polymère qui serait totalement cristallin mais qui n'existe pas. Donc en gros, il s'agit de moduler ici, en fonction de la présence ou de l'absence de zone cristalline, la dureté du matériau si ce matériau présente un état caoutchoutique à température ambiante. Donc là, on retient que la présence de zones cristallines agit comme une espèce de réticulation lors du plateau caoutchoutique des zones amorphes. Mais par contre, on sait aussi qu'il en diminue l'élasticité. On sait aussi qu'un matériau semi-cristallin a de fortes chances d'être opaque si les zones cristallines dépassent une taille limite. Donc si on veut un matériau transparent, on ne veut pas de zone cristalline. Un matériau semi-cristallin est plus dur, mais il est plus fragile qu'un amorphe, et il a une densité plus élevée. Et les densités, par exemple, pour toute l'industrie de ce qui est transport, densité élevée, ça veut dire matériau lourd, ça n'est pas forcément intéressant. Donc, vous voyez ici la raison pour laquelle on peut vouloir ou ne pas vouloir de zone cristalline. Des zones cristallines rendent le matériau plus résistant, plus dur, mais elles alourdissent le matériau et elles peuvent le rendre opaque. Alors, comment au moment de la synthèse, on va contrôler ces zones cristallines ou pas? Eh bien, sachez que les polymères linéaires présentent le plus grand taux de cristallinité. Ça se comprend très facilement puisque les ramifications vont empêcher les chaînes de se coller les unes aux autres. Les polymères fortement ramifiés seront amorphes. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle la tacticité des polymères. Qu'est-ce que c'est que la tacticité? C'est plus ou moins l'aspect stéréochimique. Imaginez une chaîne ici de polypropylène ou de polystyrène. Donc là, vous avez les CH, CH2, CH2, CH, CH2, CH, CH2, CH. Puis là, au bout, vous avez soit un CH3, tel que c'est indiqué ici, ou alors un phényl pour le polystyrène. Eh bien, on peut imaginer que si j'ai aligné la chaîne de polymères dans le plan de ma feuille, tous les groupes CH3 soient devant. Eh bien, dans ce cas-là, où tous les groupes phényl seront devant, dans ce cas-là, on va dire que le polymère sera isotactique. En termes de stéréochimie, tous les carbones auront la même structure. Vous pouvez aussi imaginer une alternance, où ce carbone-là et ce carbone-là seront en opposition par rapport au plan. Et bien, dans ce cas-là, le polymère sera dit syndiotactique. Et puis vous avez bien sûr la chose la plus facile à faire, c'est-à-dire que les carbones, au moment de la polymérisation, ont fait exactement ce qu'ils ont voulu, il n'y a aucune alternance, et il n'y a aucune alternance régulière, ni systématiquement d'un côté, ni systématiquement en alternance, c'est purement aléatoire, ça fait ce que ça veut, et on parle d'un polymère atactique. Eh bien, on le sent, la régularité en isotactique ou en syndiotactique va favoriser les états cristallins, les zones cristallines, alors qu'en termes de atactique, c'est irrégulier, donc les chaînes vont avoir plus de mal à s'arranger, bien collées les unes aux autres, à cause de ce problème de stéréochimie totalement aléatoire, et donc les polymères atactiques seront, a priori, totalement amorphes.
Donc, si l'on veut du polymère amorphe, ne prenons pas de précautions, nous pouvons avoir ça. Mais si l'on veut du polymère semi-cristallin pour quelque chose d'un petit peu plus dur, mécaniquement un peu plus dense, eh bien, nous faudra favoriser la polymérisation de type isotactique ou syndiotactique. Ce que l'on sait faire en l'état actuel des choses et des connaissances. Donc je vous ai donné ici un exemple. Le PMMA isotactique est un solide à fort taux de cristallinité. Il a une température fusion de 200 degrés Celsius. Le PMMA syndiotactique a un taux de cristallinité légèrement inférieur et une température de fusion de 160 degrés. Donc on voit que la température de fusion est corrélée à syndiotactique ou isotactique. Il n'y a pas de règle générale pour ce cas-là. Et pour finir, le PMMA atactique est un verre amorphe. Donc c'est celui qui est dans vos appareils photo ou sur vos verres de lunettes. Donc, on poursuit. Donc là, c'était comment contrôler l'état amorphe ou semi-cristallin. Donc, on retient linéaire permet la cristallinité, ramifié plutôt amorphe et isotactique, syndiotactique plutôt cristallin, atactique plutôt amorphe. On peut contrôler les valeurs de TG et T-fusion. Donc pourquoi contrôler? On l'a vu, c'était le tableau que je vous avais présenté précédemment. Le comportement du polymère va être à température ambiante et fortement influencé par rapport à sa place, par rapport à TG ou T de fusion. Donc, si on souhaite un polymère prioritairement dur, il faudra qu'il soit à l'état vitreux. Donc, les verres de lunettes, les silos et tout matériau dont on veut qu'il protège. Donc dans ces conditions, on veut une température ambiante inférieure à TG. Ou si vous préférez, on veut TG supérieur à température ambiante, parce que c'est ça qu'on veut essayer de décider lors de la fabrication du polymère. Si au contraire on souhaite un polymère souple ou rebondissant, il faudra qu'il soit dans un état caoutchoutique, c'est-à-dire qu'à température ambiante, on soit entre TG et TF. Donc il nous faut une température de transition vitreuse plus petite que la température ambiante et une température de fusion plus élevée que la température ambiante. Mais si le polymère est réticulé, alors on sait qu'il ne se déformera pas. De toute façon, on peut se permettre d'avoir une température ambiante supérieure à la température de fusion. Si on souhaite un polymère qui reste totalement déformable et modelable à température ambiante, exemple des joints de silicone dont la réticulation se produit grâce à la température de l'humidité, grâce à l'humidité de l'air, dans notre peau, on veut qu'il reste mou. Et donc c'est un polymère, mais il n'est pas encore réticulé. Donc on veut que la température de fusion soit plus petite que la température ambiante. On veut donc température ambiante supérieure à la température de fusion. Donc vous voyez bien qu'il faut être capable de contrôler ces TG et ces TF pour avoir les comportements souhaités. Comment contrôler? Eh bien, toute structure susceptible de gêner ce qu'on appelle la reptation des chaînes. Alors, qu'est-ce que c'est que la reptation des chaînes? C'est le glissement de ces chaînes, tels des serpents qui glissent les uns sur les autres. C'est la reptation des chaînes les unes par rapport aux autres qui augmente TG. Alors, en fait, la température de transition vitreuse, ça correspond à un moment où vos chaînes de polymère commencent à bouger les unes par rapport aux autres. Et donc, lorsque ces chaînes commencent à bouger, ça demande plus ou moins d'énergie. Imaginez des chaînes de polyéthylène. Sur ces chaînes carbonées, vous n'avez que des hydrogènes. Ça ne gêne absolument pas. Ces chaînes vont glisser les unes par rapport aux autres extrêmement facilement pour peu qu'on apporte un minimum d'énergie. Prenez par contre des chaînes de polystyrène. Vous concevez bien que sur ces chaînes de carbone, vous avez ces sortes d'épines qui sont ces groupes phényls. Et donc, pour imaginer ces chaînes qui glissent les unes par rapport aux autres, eh bien, ces groupes phényls se gênent les uns les autres. Et donc, les chaînes n'arrivent pas à bouger les unes par rapport aux autres. Il faudra fournir une énergie nettement supérieure pour faire bouger les chaînes de polystyrène les unes par rapport aux autres que les chaînes de polyéthylène. Eh bien, la structure de chaînes, c'est-à-dire en gros des groupes qui vont se greffer sur ces chaînes par rapport à du polyéthylène, vont gêner la reptation et ça va augmenter TG. La nature des liaisons entre les chaînes a une influence sur TG comme sur la température de fusion. Et bien sûr, la longueur des chaînes va avoir un effet sur TG. Vous comprenez bien que pour faire bouger des chaînes qui auront 3000, 4000 monomères, ça sera beaucoup plus difficile de les faire glisser les unes devant les autres, à côté des autres, que des chaînes qui n'ont que 20 à 30 monomères. Et donc, vous allez avoir un effet de la longueur des chaînes. Alors, comment s'y prend-on ? La longueur des chaînes, c'est directement la masse molaire moyenne du polymère. Et cette masse molaire moyenne va avoir
une influence sur le module Young. Donc, plus la masse molaire moyenne est élevé, plus vous aurez un polymère dur et un TG élevé. Le module Young augmente avec la masse molaire moyenne en nombre, et quand Mn augmente, TG augmente puisque la longueur de la chaîne augmente, quand Mn diminue, TG diminue. Alors ça c'est vrai pour des valeurs de Mn, des longueurs de chaîne relativement raisonnables, mais sachez que quand vous passez de longueur de chaîne de 10 000 à 20 000, ben ça devient quasiment indécelable, la différence. Donc c'est valide ce que je dis là pour des longueurs moyennes qui sont raisonnables. Donc bien sûr, la structure moléculaire va avoir une influence. Tout groupe différent de H porté sur des chaînes gêne le mouvement des chaînes, je l'ai dit, et augmente Tg. Plus le groupe est volumineux et rigide, plus l'effet est important. Toutefois, quand le groupe est souple, eh bien, il s'avère que ça diminue cet effet. Alors on va le voir tout de suite. Si je vous prends du polyéthylène, il a un Tg de moins 193, le substituant c'est H. À la place de H, je mets CH3, je passe à 253. Donc j'augmente de 60 degrés le Tg. Si je place à du polystyrène, c'est-à-dire qu'au lieu d'un CH3, je mets un phényl, ce qui est beaucoup plus gros, ce qui est rigide en plus, puisque vous savez qu'un phényl, c'est un espèce de plan, ben vous passez de 253 à 373, donc vous augmentez le Tg de 120 degrés, ce qui est absolument énorme. Donc vous avez bien ces chaînes latérales qui gênent la reptation. Mais si vous comparez le polybutène, c'est-à-dire sur les chaînes, vous avez du C2H5, ou polybentène, sur la chaîne vous avez du C3H7 et du C4H9, vous constatez, vous pouvez même comparer au CH3, vous constatez qu'avec CH3 vous avez 253, avec C2H5 249, là vous avez 233 et 223. Et donc, à partir d'un alkyle, vous augmentez sa chaîne, vous vous dites ça gêne plus, ah ben non, ça gêne pas plus parce qu'en fait, ça tourne. Ces chaînes-là, elles sont souples. Et donc, lors des mouvements des chaînes les unes par rapport aux autres, ben ma foi, elles vont s'écarter un peu et elles vont se déformer et ça ne va pas gêner. On va même dire que ça va augmenter ce qu'on appelle le volume libre entre les chaînes, parce qu'un C3H7, ça prend forcément plus de place qu'un CH3, et donc les chaînes vont tout simplement s'écarter. Et comment elles vont s'écarter? Eh ben les groupes ne vont pas se gêner, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle vous avez au contraire, en mettant de l'alkyle de plus en plus souple, un léger rabaissement. Remarquez que c'est léger quand même, hein, on passe pas on revient pas au 193, on passe de 253 à 249, on gagne 4 degrés, puis là on gagne, je sais pas, 16 degrés, puis on gagne 10 degrés. Donc on peut avoir une analyse fine du Tg grâce à la souplesse du groupe alkyle. On a exactement la même chose avec les polyacrylates, donc ici de méthyle, d'éthyle, de propyle et de butyl, donc ça c'est le changement du groupe sur le groupe ester, et bien c'est exactement la même chose avec CH3, C2H5, C3H7, C4H9, on perd des degrés, donc 279, c'est un groupe qui est plan ici, donc qui est assez rigide, donc on est plus haut que le 253 avec un méthyle. On n'atteint quand même pas la rigidité d'un benzène, donc on est en dessous de 373, mais on va pouvoir avoir quelque chose de fin si on change, on passe de méthyle à éthyle, à propyle, à butyl. Vous voyez qu'on va diminuer un petit peu les degrés et revenir à 278. Toujours le même phénomène. Alors après, on peut mettre des groupes polaires sur les chaînes pour faire varier le Tg. Donc vous voyez que si je mets un groupe polaire ici, OH, j'ai 358, le chlore avec 354, un cyanure 378, et ici un polyacétate de vinyle, un C double liaison O à 301. Donc les groupes polaires, on peut jongler entre eux pour faire augmenter le Tg. Vous voyez qu'on est nettement plus élevé qu'un CH3, on est à 358, on s'approche même des choses rigides ici. Donc on augmente fortement le Tg par la présence de groupes polaires sur les chaînes. La tacticité, l'effet de la tacticité, donc j'ai pris du polyméthacrylate de méthyle ici, donc je repars, donc si je pars à un polyméthacrylate isotactique, je suis à 318, atactique, je suis à 378, et syndiotactique, 388, donc on n'explique pas bien pourquoi, mais en réalité on peut donc jouer sur le Tg grâce à la tacticité du polymère.
Donc on retient, s'il y a une chose à retenir de ça, c'est ce qui est écrit ici en résumé. Le module Young augmente quand la masse molaire moyenne augmente, donc le matériau devient plus dur. Le TG augmente quand la masse molaire moyenne augmente, diminue quand la masse molaire moyenne diminue. Et la structure moléculaire, le choix chimique du monomère va avoir une importance. S'il porte des groupes rigides, vous allez augmenter le TG, mais s'il porte un groupe et que vous en augmentez la longueur et qu'il soit souple, alors vous pouvez à nouveau diminuer le TG. Alors, on peut jouer aussi sur les interactions liantes entre les chaînes. Ça, c'est le jeu des groupes polaires et c'est ça qui a un effet sur le TG. La copolymérisation va changer le TG. Donc, si vous partez d'un polymère qui a un certain TG avec un certain monomère et un autre polymère qui a un autre TG avec un autre monomère, eh ben, on peut mélanger les monomères en espérant tomber sur une température de transition vitreuse qui soit moyenne. Eh ben, en gros, ça marche à peu près. Et donc, en faisant de la copolymérisation, c'est-à-dire en mélangeant les monomères, on va réussir à contrôler la température de transition vitreuse d'un matériau. Je vous ai donné ici pour le fun l'expression d'un TG qui est mélange du monomère 1 et 2, qui peut s'exprimer en fonction des fractions massiques du monomère 1 et 2 que vous auriez mis, et des TG initiaux des homopolymères 1 et 2. Donc, on peut, en jonglant avec différents paramètres, positionner la température ambiante ou le TG par rapport à la température ambiante. Et pour finir, pour changer TG, on peut ajouter ce qu'on appelle des plastifiants. Donc vous prenez votre polymère avec ces chaînes latérales que vous avez ajustées au mieux. Et si votre polymère n'est pas suffisamment souple, vous pouvez rajouter ce qu'on appelle du plastifiant. Donc ce sont des molécules que vous allez introduire à l'intérieur et qui vont écarter les chaînes les unes des autres. Donc en écartant les chaînes les unes des autres, elles vont casser des liaisons et faciliter la reptation. Et donc vous allez forcément, en ajoutant du plastifiant, diminuer le TG. Donc en diminuant le TG, il y a des chances pour que votre produit à température ambiante soit dans son domaine au-delà de sa TG, voire au-delà de sa température de fusion, s'il a été cristallin. Et bien dans ces conditions, vous aurez un polymère plastifié, rendu beaucoup plus souple, éventuellement déformable. Je vous fais remarquer que par exemple les linos, qui sont des revêtements de sol très souples puisque vous les emportez et qui vous sont livrés en rouleau, l'odeur qu'ils ont au début quand vous les posez, c'est lié à ces molécules de plastifiants qui sont pour certaines un peu externes aux matériaux et qui vont passer tels des composés organiques volatiles dans votre pièce. Et donc je vous invite à aérer vos pièces quand vous avez placé un nouveau lino parce que ces plastifiants ne sont pas toujours des produits chimiques sympathiques. On en met aussi dans les produits pour enfants et malheureusement ces petites molécules, si l'enfant met l'objet à la bouche, vont avoir tendance à sortir du polymère et l'enfant va les avaler. En troisième point, qu'est-ce qu'on peut contrôler? La densité. Pourquoi contrôler la densité? Je vous ai mis ici un graphe qui montre un petit peu ce qui se passe pour tous les matériaux possibles du monde. La dureté et la densité sont mises en relation. Donc vous avez ici la dureté qui est évaluée par le module Young en gigapascal et ici la densité du matériau, sachant que n'importe quel industriel qui fabrique un avion par exemple veut un matériau avec un très fort module Young et la densité la plus petite possible. Et vous constatez que très fort module Young, densité la plus petite possible, nous avons un grand vide ici. C'est très difficile de faire des matériaux qui ont une faible densité et qui sont très résistants. Alors, il faut faire contre mauvaise fortune bon cœur. Qu'est-ce que nous avons comme matériaux? Nous avons ici en orange les métaux. Donc les métaux sont très très résistants, mais évidemment ils sont dans le maximum des densités. Donc ce sont des choses qui sont très très lourdes. Et donc nous avons aussi les céramiques. Donc vous remarquez qu'avec les céramiques, on augmente les résistances, on augmente les modules Young. On a des céramiques qui sont extrêmement solides, extrêmement performantes. Et puis on peut abaisser un peu la densité tout en gardant ses propriétés mécaniques intéressantes grâce aux matériaux composites qui sont ici. Vous avez ici tout ce qu'on appelle les mousses.
Donc les mousses sont évidemment les matériaux les plus légers du monde, et donc elles sont ici dans le bas du classement en densité, mais malheureusement elles sont ici aussi en module Young le plus bas possible. Mais vous remarquez quand même qu'avec des mousses de polymère très particuliers, on arrive quand même à obtenir des modules Young qui sont relativement intéressants. Vous avez ici des matériaux naturels, en particulier le bois. Donc le bois est très intéressant hein, parce qu'il a une densité qui est relativement faible. Et puis des modules Young relativement élevés. Et c'est contre le bois que les polymères peuvent se battre, puisque vous obtenez ici un patatoïde de polymère qui ne sont pas élastomères, c'est-à-dire qui sont dans leur état vitreux ici. À l'état vitreux de tous ces polymères, vous obtenez des propriétés qui sont assez équivalentes à celles que vous obtenez pour le bois, la souplesse en plus. Vous avez ici les matériaux polymères, élastomères, qui bien sûr sont beaucoup moins solides puisque vous êtes sur le plateau caoutchoutique, hein, donc vous êtes beaucoup plus bas en module Young, mais vous avez des densités intéressantes. Donc bref, contrôler la densité par rapport au module Young, c'est important, et avoir des densités faibles, c'est intéressant, à condition de garder un module Young important. Comment contrôler? Eh bien, sachez que les zones cristallines, donc on revient au contrôle de la cristallinité, je vous ai dit que plus il y a de zones cristallines, plus le matériau est dense, donc une densité élevée va donner... La plus forte densité va donner aussi la plus forte résistance. Et donc, si vous voulez des densités élevées, on va les obtenir en diminuant les ramifications. Donc, au moment de la synthèse, il faudra éviter les ramifications. Ou alors, lors de la mise en œuvre, on va faire un refroidissement lent pour favoriser les zones cristallines, ou par étirement pour favoriser la phase cristalline et créer des liaisons. Je vous ai donné ici un exemple, le polyéthylène, qui existe en haute densité ici, moyenne densité et basse densité. Donc, vous voyez les ramifications, très peu de ramifications, c'est de la haute densité. Alors ça joue pas beaucoup, hein. Là on est à une densité supérieure à 0,958. Pour les moyennes densités, c'est entre 0,935 et 0,955. Et pour les basses densités, vous avez votre densité qui est, il y a une erreur ici, qui est inférieure à 0,935. Comme ceci. Donc ici, vous avez un taux de cristallinité qui est maximum à 80% et un module Young qui est entre 800 et 1200 mégapascales pour un TG de moins 110. Vous avez le même TG ici pour ce produit-là, parce qu'en gros, vous n'avez pas changé la masse molaire moyenne, mais vous avez fait passer le taux de cristallinité à 70%, et vous voyez que 10% de taux de cristallinité, c'est monstrueux. Vous passez entre 800 et 1200 mégapascales, entre 200 et 300 mégapascales, donc 10% de cristallinité en moins, et vous obtiendrez une résistance mécanique beaucoup plus faible. Donc, il y a une énorme différence de qualité entre un polyéthylène haute densité et un polyéthylène basse densité. Alors, on sait fabriquer des polyéthylènes de très haute masse molaire, appelés polyéthylène ultra high molar weight. Une faible polymolécularité réduit la tendance à la déformation, et donc on sait faire des pièces qui ont à volonté des propriétés mécaniques parfaites. Je vais enchaîner avec ce 5e paragraphe, il y a une erreur de numérotation, sur la formulation. Donc j'en ai parlé, on peut rajouter des adjuvants. Donc on distingue les plastifiants, ceux que j'ai déjà présentés, pour augmenter le volume libre, de stabilisants, de tout un tas de choses qu'on rajoute pour des raisons plus ou moins honnêtes. Donc les stabilisants, c'est pour éviter les dégradations chimiques, donc ça c'est bien. Donc on va utiliser des antioxydants qui réagiront avec O2 de l'air pour les protéger, des stabilisants thermiques qui retardent le dégagement de HCl, des stabilisants à la lumière qui évitent aux UV de casser les liaisons du polymère, donc des pigments dont le noir de carbone par exemple qu'on met dans les pneus pour éviter que vos pneus ne craquent après avoir passé quelque temps au soleil. On met des colorants, évidemment ça c'est purement commercial, donc on met des pigments, donc on peut passer de matériaux transparents à des matériaux opaques pour raison de pigments, tout simplement. Des inifugents pour ralentir l'amorçage et la propagation de la combustion, ça c'est pour tous les textiles dans les lieux publics par exemple. Et puis des adjuvants à relargage contrôlé, donc on va mettre des choses dans le polymère pour faire exprès qu'ils se relarguent, par exemple des patchs ou des prothèses osseuses qui vont relarguer des principes actifs médicamenteux au cours du temps. On met aussi des renforts.
qui, comme leur nom l'indique, n'est ni soluble ni miscible. Il permet d'améliorer une ou plusieurs caractéristiques électriques, chimiques, mécaniques ou de production du mélange final. Donc on met des microbilles, donc ça devient des matériaux composites si vous voulez, du carbonate de calcium, il y en a beaucoup, des carbonates de calcium par exemple dans les mobiliers de jardin, ils en contiennent beaucoup, et c'est ce qui fait qu'ils deviennent poreux au cours du temps. Et qu'ils vieillissent. Du noir de carbone, du talc, du mica qui augmente la résistance thermique, la rigidité et qui colore en blanc au passage. Puis des fibres pour la solidité. Les pales d'hélicoptère, par exemple, sont des polymères dans lesquels on a mis des fibres. Le Kevlar, vous en avez entendu parler. Le Kevlar, c'est un gilet qui est capable d'arrêter les balles. Ce sont des polymères dans lesquels on a mis des fibres. Donc c'est des polyamides, des polyacrylamide dans lesquels on a introduit en plus des fibres solides pour pouvoir augmenter la solidité. Eh bien, nous nous arrêterons là sur ce cours.